vous vous promenez dans la campagne par une belle soirée d'hiver. Tous vos sens sont aiguisés par le froid et vous vous émerveillez de petites perceptions, le scintillement de la glace dans les arbres, la neige qui crisse sous vos pieds, et vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment possible que chacune de ces perceptions soit le résultat des calculs des neurones de mon cerveau? Est-ce que je peux croire à cette théorie? Telle est l'hypothèse extraordinaire qui nous est proposée aujourd'hui par les neurosciences. Chacune de nos perceptions, chacun de nos états conscients est un état d'activité de notre cerveau et nous pouvons commencer à les décoder par les méthodes des neurosciences. C'est cette exploration du cerveau qui est une aventure extraordinaire de la fin du XXe siècle, de notre siècle, du XXIe siècle, que je voudrais vous raconter aujourd'hui. Une aventure qui est rendue possible par des avancées étonnantes de l'imagerie cérébrale. L'idée très ancienne que l'âme, l'esprit, est différente du corps, nous la retrouvons peut-être déjà dans cette gravure que vous trouverez tout au bout de la grotte de Lascaux. C'est l'idée que dans le rêve, nous nous échappons mentalement. Notre esprit peut s'envoler alors que le corps est inerte. Nous nous envolons vers des paysages lointains, vers des personnes que peut-être nous n'avons pas rencontrées depuis très longtemps, qui sont peut-être mortes, mais que nous pouvons retrouver en rêve. Et c'est peut-être cette idée qui est déjà illustrée ici dans cette scène du puits de Lascaux. Vous voyez une personne qui est allongée. Bon, c'est clairement un homme, je crois que c'est clair. Et vous voyez, il est en érection, il est allongé. C'est typique du sommeil paradoxal. Et peut-être cet homme est-il en train de rêver, peut-être est-ce la première représentation d'un état de rêve. Il rêve qu'il est en train de chasser et qu'il a réussi à blesser un bison. On voit les tripes du bison qui sont en train de s'échapper ici. Et à côté de lui, vous voyez, il y a un oiseau. Cet homme a une tête d'oiseau. Dans toutes les cultures, l'oiseau représente l'esprit, l'âme, le rêve, la capacité de l'âme de s'envoler du corps. Alors, nous avons tous cette idée, donc dualiste, que l'esprit et le corps, ça n'est pas du tout la même chose. Ce sont des choses radicalement différentes. Et cette idée dualiste, eh bien, elle a été formalisée par un philosophe qui s'appelle René Descartes, que vous voyez ici. On attribue souvent à René Descartes des erreurs majeures, et c'est devenu courant de faire du Descartes bashing, si on peut dire, de dire ce philosophe s'est trompé. Il y a un livre d'un neuroscientifique qui s'appelle Damasio, qui a écrit L'erreur de Descartes. Et je voudrais d'abord restaurer un tout petit peu la réputation de notre philosophe français, parce que je pense que c'était un pionnier extraordinaire du matérialisme et de la tentative d'explication des états psychologiques du cerveau. Vous voyez, René Descartes avait essayé, avec les moyens de l'époque qui étaient limités, de comprendre comment la vision, l'action, la mémoire, l'éveil et le sommeil résultaient d'états de notre cerveau. À l'époque, il pensait que c'était la glande pinéale qui se penchait d'un côté. Il essayait de trouver toutes sortes de mécanismes pour expliquer ses fonctions. Et il écrit, de façon extraordinairement moderne, la respiration, la veille, le sommeil, la réception de la lumière, les sons, les odeurs, la rétention de ces idées dans la mémoire, et enfin les mouvements extérieurs de tous les membres suivent tout naturellement en cette machine de la simple disposition de ses organes, ni plus ni moins que font les mouvements d'une horloge ou d'un autre automate, de celle de ses contrepoids ou de ses roues. Vous voyez, c'est un matérialisme absolument extraordinaire. Alors pourquoi est-ce que Descartes est resté associé à l'idée de dualisme ? L'idée que la chose pensante, c'est-à-dire ce qu'il appelait la res cogitans, est différente de la chose matérielle, la res extensa. Eh bien, parce qu'il ne voyait pas, il était très honnête, et il ne voyait pas comment on pouvait expliquer par une machine les comportements humains. Les comportements humains sont d'une extraordinaire diversité. Nous pouvons agir de façon très flexible, et ça se voit notamment dans nos paroles. Nous ne sommes pas du tout semblables aux automates de l'époque. On appuie sur un bouton et on obtient peut-être un son. Mais ici, chez l'homme, il y a une diversité de comportements qui était difficile à expliquer à l'époque de Descartes. Et en fait, Descartes était un grand précurseur, et il a fallu attendre le XXe siècle, le milieu du XXe siècle, avec Alan Turing, avec John von Neumann, l'arrivée de l'informatique contemporaine que vous connaissez, qui a permis de comprendre que oui, en fait, une machine peut produire de la parole. Oui, une machine peut agir avec flexibilité. Nous avons tous dans les poches des smartphones, qui sont des machines extraordinaires, dont aurait rêvé Descartes, mais qui permettent de voir que l'intelligence n'est plus inaccessible aux machines. Vous savez qu'une machine a battu le meilleur joueur de Go mondial. Nous sommes maintenant dominés sur le plan de l'intelligence par ces machines.
Mais alors, qu'en est-il des états subjectifs? Est-ce qu'une machine pourrait être consciente et avoir une conscience subjective? Et est-ce que, après tout, les états subjectifs de conscience n'échappent pas complètement à l'étude scientifique? Parce que la science essaye d'être objective, alors que là, il s'agit d'états subjectifs. Eh bien, c'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que ça n'est pas du tout difficile, en réalité, d'analyser les états subjectifs du cerveau. Et je voudrais vous faire montrer une toute petite expérience. Voilà, vous regardez attentivement cette scène ici. Je vous demande de fixer le point blanc. Essayez de ne pas bouger votre regard du point blanc qui est au centre. Et au bout d'un certain temps, vous allez faire l'expérience de ce phénomène parfaitement subjectif. Les points jaunes disparaissent. Est-ce que ça marche? Parfois, ils disparaissent tous en même temps. Parfois, l'un d'entre eux, ça clignote, ça s'allume, ça revient. Alors c'est intéressant, vous avez tous ce phénomène subjectif. Chacun d'entre vous l'a à un moment différent. Mais nous avons tous ce phénomène, il est reproductible, on peut l'analyser en laboratoire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que votre cerveau prend une décision. Il dit, s'il y a des points fixes sur ma rétine, sur mon capteur, c'est sans doute des défauts du capteur, et je ferais mieux de les éliminer pour mieux voir l'image qu'il y a derrière. C'est ce que ferait n'importe quelle machine qui aurait une salissure sur sa caméra, par exemple. C'est ce que fait notre cerveau. C'est une décision. La conscience subjective est le résultat de calculs non conscients et le plus objectif possible. Alors, je vous donne un autre exemple. Une autre illusion, qui vous montre que pratiquement n'importe quelle scène que vous voyez, que vous analysez, est le résultat d'un traitement non conscient et donne lieu à des états subjectifs. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? On dirait une scène tout à fait normale, il y a un échiquier avec des cases noires et des cases blanches. Il n'y a rien de particulier jusqu'à ce que j'attire votre attention sur le fait que sur le plan objectif, ces deux cases sont rigoureusement identiques. Elles ont exactement le même niveau de grille et sur votre rétine, c'est la même chose. Mais je reviens à l'aspect subjectif et en une demi-seconde, votre cerveau calcule que l'une est noire et l'autre est blanche. Objectif identique, subjectif différent. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, en fait, vous voyez, il y a un cylindre sur l'échiquier, puis il y a une zone qui correspond à son ombre. En fait, ce n'est pas une ombre, c'est une tache sur votre rétine. Mais votre cerveau interprète ça comme étant une ombre et du coup, vous donne à voir la couleur de l'échiquier sans cette ombre, parce que c'est ça qui est intéressant à percevoir. Et n'importe quelle machine qui devrait analyser ces images et qui essaierait de déterminer la couleur de l'échiquier ferait la même erreur. Un état subjectif peut être le résultat d'un calcul objectif. Alors, troisième illusion, qui a été plus facile pour nous à analyser en laboratoire, c'est ce qu'on appelle les images subliminales. Vous avez ici, je vous rappelle, un épisode qui a été un petit peu scandaleux, on peut le dire. C'était la présentation du visage de François Mitterrand pendant une durée extraordinairement brève dans le générique de ce qui s'appelait à l'époque Antenne 2 pendant la campagne présidentielle. Bon, on peut se demander si ça a conduit à biaiser la décision de tel ou tel votant, mais tel ou tel électeur. Mais on sait maintenant que ces effets sont de durée très brève, mais tout de même, ils fonctionnent. On peut, en laboratoire, présenter un mot pendant une durée extraordinairement brève, et s'il est pris en sandwich par d'autres formes, on ne le voit pas. On peut le rendre rigoureusement invisible. Et ensuite, en rallongeant un tout petit peu le mot, en écartant les masques, on peut le rendre visible à nouveau. Nous pouvons donc, en laboratoire, manipuler à volonté votre conscience subjective, faire apparaître ou disparaître de votre conscience un mot qui est pourtant présent sur votre rétine. Alors, le dernier ingrédient de cette science de la conscience, évidemment, c'est que munis de toutes ces manières, et il y en a encore bien d'autres, de manipuler votre conscience, nous pouvons ensuite aller voir dans votre cerveau. Et en particulier, au centre Neurospin, que je dirige dans le sud de Paris, nous disposons de toute une série de machines qui permettent, comme vous le savez certainement, d'aller voir les états d'activité du cerveau en grand détail anatomique, avec l'IRM fonctionnel, et puis dans le temps, avec les potentiels évoqués, la magnétoencéphalographie, et même parfois avec des électrodes qui sont placées directement dans le cerveau. Alors je vous rassure tout de suite, je ne demande pas de volontaire aujourd'hui pour cette intervention, mais il se trouve qu'il y a des patients épileptiques qui sont explorés avec des électrodes dans le cerveau et on peut s'appuyer sur cette situation clinique pour faire des recherches. Donc qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien, la première chose que nous avons appris, c'est l'extraordinaire étendue du traitement non conscient dans le cerveau. Nous traitons en permanence les informations, pratiquement chacune des régions de notre cortex est en train de traiter l'information de façon non consciente. Vous reconnaissez un visage de façon inconsciente, même sans avoir conscience de l'avoir perçu. Si un mot est présenté, vous le lisez inconsciemment. Vous accédez à son sens inconsciemment. Si son sens est un sens émotionnel, par exemple le mot viol, vous allez activer l'amygdale cérébrale, qui est une région spécialisée dans les émotions négatives et notamment la peur.
Vous allez activer une évaluation de son sens positif ou négatif. Si c'est un nombre, vous allez effectuer des calculs inconsciemment. Vous allez détecter inconsciemment si ces calculs sont erronés ou pas. Et vous allez pouvoir activer jusqu'à votre cortex moteur sans conscience. Et ce ne sont que des exemples. Il y a des dizaines d'expériences aujourd'hui qui montrent que le cerveau fonctionne de façon principale sur un mode non conscient. Mais alors, vous me direz, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un mot franchit le seuil de conscience? Eh bien, voilà une des toutes premières images que nous avons obtenues et qui vous montre quand même qu'il y a une énorme différence. Un mot non conscient reste confiné dans des circuits spécialisés. Il est en quelque sorte traité de façon automatique par des circuits spécialisés, alors que le mot conscient, lui, vous voyez, va entraîner tout un surcroît d'activité, ce qu'on a appelé l'embrasement conscient, une sorte d'embrasement neuronal. Dans un espace cérébral beaucoup plus grand, l'information qui est consciente devient diffusée à l'échelle de tout le cerveau. Et c'est pour ça que nous pouvons agir lorsque nous sommes conscients de façon flexible, ce qui frappait Descartes. Nous pouvons nommer, par exemple, ce dont nous sommes conscients, parce que nos circuits cérébraux vont amener l'information jusqu'au circuit du langage qui permettent de le nommer. Et de manière générale, lorsque nous sommes conscients de l'information, nous pouvons l'utiliser de manière extraordinairement flexible. Alors, cet embrasement neuronal, nous l'avons vu avec d'autres méthodes dynamiques, en présentant un mot qui peut être soit visible, soit invisible, comme je vous l'ai expliqué auparavant. En haut, vous avez l'activité cérébrale pour le mot invisible, en bas, l'activité cérébrale pour le mot visible. Et si je démarre ce film, vous allez voir que au départ, les choses sont rigoureusement identiques. Pendant environ 200-300 millisecondes, notre cerveau fait exactement la même chose de façon consciente ou non consciente. Vous voyez, il active le pôle occipital, la reconnaissance visuelle de mots se produit de façon identique, mais c'est seulement dans les étapes plus tardives que vous allez voir un embrasement spécifique de la condition consciente. Lorsque vous prenez conscience d'une information, le cortex frontal va s'allumer, l'information va s'étendre à ces régions antérieures du cerveau. Le cortex frontal, c'est ici 33% à peu près du cerveau humain, une région qui s'est particulièrement développée dans notre espèce. On peut aller plus loin et regarder la conscience au niveau d'un neurone unique. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Nous avons aujourd'hui des cas très particuliers de patients avec épilepsie chez lesquels on peut insérer des électrodes suffisamment fines pour enregistrer un seul neurone dans le cerveau humain. Et on fait des découvertes remarquables, par exemple qu'il existe des neurones qui codent pour un concept particulier. Vous voyez ici un neurone qui code pour le concept du World Trade Center, avant l'attentat. Et vous avez ce neurone qui ne décharge qu'au World Trade Center et pas à des dizaines d'autres concepts de personnes, de lieux qui sont différents. Et par ailleurs, ce neurone ne décharge que si on prend conscience de l'information. Vous voyez que si l'information est présentée de façon extrêmement brève, une image subliminale, il n'y a pas de décharge de ce neurone. Et même à durée constante, si le patient dit « Ah ben là, j'ai pas réussi à voir l'image », le neurone ne va pas décharger. Il ne décharge que pour un concept conscient. Donc, vous voyez qu'il faut imaginer que chacune de nos pensées est le résultat d'un tel code neuronal. Nous avons des populations de neurones, sans doute plusieurs milliers ou millions à chaque fois, qui codent chacune de nos pensées. Alors bien sûr, la conscience, ça n'est pas seulement percevoir un objet dans le monde extérieur. Lorsqu'on est conscient, on continue d'être conscient lorsqu'on est par exemple dans le noir, qu'il n'y a plus de stimulation particulière, mais nos pensées continuent de se dérouler sur un mode conscient. Et là encore, l'imagerie cérébrale l'a montré de façon très claire, le cerveau, effectivement, déroule, lorsqu'il est conscient, toute une série d'états d'activité qui ne cessent de changer en permanence et qui correspondent, dans une grande mesure, au contenu de nos pensées conscientes. On peut analyser ces états d'activité cérébrale, vous voyez, qui changent en permanence, et on peut, d'une part, les décoder avec des méthodes de machine learning, d'apprentissage automatique, et voir que l'on peut décoder des états conscients et non conscients, et on peut même aller plus loin, et on peut commencer à décoder le contenu particulier de la conscience. Si on réveille une personne, par exemple, alors qu'elle était en sommeil paradoxal, elle se réveille, et on lui demande est-ce que dans votre rêve, il y avait un visage ou pas, eh bien on peut prédire s'il y avait un visage ou pas dans le rêve en décodant l'activité cérébrale dans les régions qui s'occupent des visages dans le cerveau. Donc vous voyez qu'on commence à avoir une correspondance remarquable qu'on peut inverser par décodage entre états d'activité cérébraux et états mentaux rapportés par le sujet. Où va cette science? Eh bien, un de ces domaines d'application le plus important, ce sont les applications cliniques. Vous savez que malheureusement, on peut tous perdre la conscience, soit parce qu'on s'endort le soir et on perd notre conscience, soit parce qu'on est anesthésié,
et la compréhension de l'anesthésie est un objectif important, mais aussi parce qu'on a un accident de voiture, un accident vasculaire, notre cerveau est lésé, et vous savez que certaines personnes vont tomber dans le coma, vont tomber dans ce qu'on appelle un état végétatif, ce qui est peut-être pire encore, c'est-à-dire le cerveau continue de s'endormir et de s'éveiller, mais pendant la journée, la personne ne répond plus. On n'arrive plus à communiquer avec elle, elle ne bouge plus volontairement. Et parfois, au bout de quelques semaines, ce qui est terrible, on finit par s'apercevoir qu'en fait, elle est toujours consciente. Elle bat de la paupière, et si on analyse ce battement de la paupière, on peut voir qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un qui peut être parfois parfaitement conscient, comme l'était Jean-Dominique Bauby lorsqu'il a écrit ce roman absolument extraordinaire, cette histoire de sa vie, cette biographie, Le Scaphandre et le papillon, que vous avez peut-être lu, qui est entièrement dictée en battant de la paupière. Alors comment faire la différence entre un patient conscient et un patient non conscient? Parfois, il y a des patients qui n'ont même plus le battement de paupières. Sont-ils encore conscients? Eh bien, le domaine a été révolutionné lorsque nous avons vu qu'effectivement, on pouvait utiliser l'imagerie cérébrale pour faire la différence. Ici, c'est une des toutes premières études chez une patiente qui était en état végétatif apparent, sauf que lorsqu'on lui demande d'imaginer qu'elle joue au tennis ou d'imaginer qu'elle se promène dans son appartement, eh bien, elle a des états d'activité qui sont identiques à ceux d'un sujet normal, conscient. Elle est certainement consciente. De la même manière, on peut regarder un film de Hitchcock et voir que les moments de suspense sont des moments où le cerveau, cet espace de travail global qui permet la conscience, sont activés. Au moment où on est rivé par l'action dans le film, eh bien, on peut mesurer donc un état d'activité consciente, et chez certains patients, on le voit également. On a encore beaucoup d'autres possibilités. On peut stimuler le cerveau et regarder jusqu'à quelle profondeur va se propager l'activité. Et si elle se propage loin, ça veut dire qu'il y a un état réverbérant de conscience de la part du sujet. Et dans mon laboratoire, on regarde les échanges d'informations entre régions cérébrales distantes et on voit que ces échanges d'informations sont beaucoup plus riches lorsque la personne est consciente que lorsqu'elle ne l'est pas. Et c'est une autre manière de diagnostiquer la conscience. Et vous avez peut-être vu dans les médias récemment, il devient possible non seulement de mesurer, diagnostiquer, mais aussi de stimuler la conscience avec des électrodes profondes, comme on le fait dans le Parkinson. On va pouvoir le faire chez les patients avec troubles de la conscience et restaurer, ou en tout cas faciliter la restauration de la conscience chez certains d'entre eux lorsque le cortex n'est pas trop endommagé. Alors voilà, cette histoire donc des sciences de la conscience. Je crois qu'il faut accepter que chacun de nos états mentaux, même les plus intimes, même les plus émouvants, sont le résultat de calculs de notre cerveau. Et ça n'en est pas moins intéressant. Je suis mon cerveau. Il faut accepter cette idée-là. Mais il y a une deuxième idée aussi derrière cet exposé, c'est que la boîte crânienne s'ouvre. Elle devient visible. L'imagerie cérébrale rend visible des états mentaux qui jusqu'à présent étaient cachés. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Peut-être, mais je pense que c'est aussi une opportunité absolument extraordinaire de se comprendre soi-même, d'analyser les origines de nos comportements et de progresser collectivement dans ce domaine. Vous savez que l'une des idées de la philosophie grecque, la plus importante peut-être, c'était « connais-toi toi-même ». Et je pense que si Socrate et Platon revenaient aujourd'hui, eh bien, ils se précipiteraient vers les neurosciences et diraient « connais-toi toi-même », ça veut dire « apprends à connaître ton propre cerveau ». Merci beaucoup.